les aviateurs, les fils et petits-fils d'aviateurs américains sont venus encore récemment visiter, se souvenir où sont passés leurs parents, où ils s'étaient réfugiés dans le château de Trèffery, ah, c'était beau. Puis je les ai emmenés au cimetière à Cargoat, et là ils ont vu, ah oui, nous ils sont rentrés vivants, mais chez vous ils ne sont pas tous rentrés vivants. Bah oui, le prix de la guerre c'est tous ces morts, quoi. Sur 15, il n'y en a que 3 qui sont rentrés vivants. 2 jeunes, plus un, entre 2 âges, mon grand-père. Oui, la liberté a un prix. Jean Crouin, bien déjà c'était mon grand-père, c'est pas n'importe qui pour moi. C'est un personnage qui est né en 1906 et mort en 1985, qui a été maire de Quéménévin de 1935 à 1971, qui a été président du Conseil général de 51 jusqu'à 64, et qui a été député à plusieurs reprises, en 36-40, et ensuite dans les années 50, début des années 60. Donc, au début de la Seconde Guerre mondiale, il est mobilisé. Comment ça se passe? Alors, il est mobilisé en tant que député, il se retrouve mobilisé à Paris. Il est fou de rage parce que tous les députés, les jeunes avaient dit ouais, s'il y a la guerre, nous on ira. Ils sont tous planqués à Paris, donc lui il n'est pas content. Il proteste et donc ils acceptent de l'envoyer s'entraîner à Rennes. Donc il remonte à cheval, un cheval qui s'appelait Fourbu, qu'il était, et qui puis s'entraîne là. Puis finalement il se retrouve sur le front pendant ce qu'on appelait la drôle de guerre. Il est, je crois, à la frontière avec le Luxembourg, de mémoire. Et ils sont peu nombreux, en fait, les députés, à être en situation d'être sur le front comme ça pendant la guerre. L'autre, c'était Quenette, je crois, qui me semble être le futur préfet de région de la Bretagne et qui, lui, était aussi député de Nancy, de l'Est de la France. Donc lui, il se retrouve sur le front pendant la drôle de guerre, il chasse le perdreau dans la neige, et parfois il y a des escarmouches avec les Allemands, et puis voilà. Et puis ensuite, il y a la débâcle. C'est-à-dire qu'il y a l'attaque allemande qui va prendre tout le monde par surprise. En fait, c'est un peu comme dans le film La 7e compagnie. C'est-à-dire que la 7e compagnie, c'est sous une forme humoristique. Mais c'est ça, ils sont perdus, tout le monde ça part dans tous les sens. Il est fait prisonnier, il s'évade le même jour avec d'autres officiers, d'autres soldats. Ils vont croiser je crois qu'ils croisent 2 soldats sénégalais qui les rejoignent et ils descendent comme ça tout du long dans le Morvan entre le nord-est de la France pour rejoindre la ligne qui vient de se faire, une démarcation entre zone libre et zone occupée. Et ils vont traverser à Charolles pour passer en zone non occupée. Donc là, et ça je crois, de mémoire, c'était environ presque 3 semaines à travers les lignes allemandes. Donc c'est sportif, là. C'est compliqué. Il ne voulait surtout pas être pris. Puis déjà, le fait d'être pris et d'évader le jour même, c'est déjà une belle performance. Voilà. Ça, c'est pour sa partie uniforme, qui s'arrête au moment où il passe au bac, la rivière à Charolles. Après ça, il n'est plus militaire. Peut-être que vous pouvez développer comment s'est passée son arrestation, puis son évasion le même jour. En tant que soldat? Il lui est arrivé. Ah, il n'y a pas de détails spécifiques. Il n'en donne pas dans ses mémoires, dans ce que j'ai pu consulter. Il est capturé, je pense, parce que la troupe doit se faire capturer comme tout le monde, ils sont perdus. Et après, comme il y a d'ailleurs beaucoup de soldats qui sont arrêtés, capturés par les Allemands, je pense que c'est peut-être plus facile à ce moment-là de trouver des solutions pour pouvoir se faire tout petit et passer entre les mains du filet. Mais le plus dur, c'est peut-être même pas de fuir, c'est d'avoir fait 3 semaines dans la brousse à fuir les Allemands avec une petite équipe, je crois, une dizaine de personnes, non armées, puisque c'est tous des échappés après la capture, non pas armés, qui doivent éviter les patrouilles allemandes. Voilà. D'accord. Après ça, il y a donc le vote pour Pétain et il se retrouve à travailler à Vichy. Alors c'est là qu'on entre dans la vraie perplexité de la guerre. Il est soldat, mais il est toujours député. Donc il arrive à Lyon, juste après avoir passé en parc à Charolles, et il va chez les cousins, à Thizy. Et là, il a enfin un lit. Ça a l'air de rien pour nous, mais pour eux, ça choque quelque chose au bout de 3 semaines, 4 semaines, avoir un bon lit, donc il se couche
Et en pleine nuit, il est réveillé par le mari de sa cousine qui lui dit Jean, enfin, tu es député, on est le 10 juillet, là, dans quelques heures, il est plein pouvoir à Pétain, à Vichy, au casino, donc enfin, tu ne peux pas te soustraire à ton devoir. Donc lui, dans ses mémoires, dit qu'il n'est vraiment pas heureux d'y aller parce que vraiment il a envie de se reposer, que basta. Et bon, il est poussé dans la voiture, donc il va à Vichy et il se retrouve comme une majorité de parlementaires à devoir répondre à cette question de qu'est-ce qu'on fait. Et puis finalement, il a décidé de donner les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, donc lui il vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Ensuite, il reste quelques temps à Vichy. Et par la suite, il est démobilisé officiellement. Comme ça, il peut passer en zone occupée sans être arrêté, par exemple, en tant que soldat. Donc, une fois démobilisé, ils ne peuvent plus rien faire. Et il remonte par Poitiers. Alors, c'est la première fois qu'il assiste à une parade allemande. Et là, ça le fout. Ça lui fait mal. Donc, là, il arrive en Bretagne. Et dès qu'il arrive en Bretagne, en fait, il organise les maires des environs contre les réquisitions. Il organise les maires des environs contre la réquisition, ce qui lui vaudra une formule assez étonnante. C'est un soldat allemand qui avait réquisitionné toutes les bicyclettes de la commune. Évidemment, les habitants de la commune n'avaient donné que les bicyclettes les plus pourries, celles qui dataient sans doute déjà du XIXe siècle, des horreurs. Et l'Allemand avait dit, mais c'est quoi, c'est le musée de la commune, parce qu'il n'y avait que des espèces d'horreurs et que tous les bons vélos n'étaient pas là. Donc il organise contre les réquisitions, au point qu'il sera surnommé le Führer, manifestement en tout cas des Führers des maires des environs s'opposant aux Allemands. Donc ça c'est pour cette fonction en tant que maire. Et puis en tant que maire, dès le départ, à l'époque les cartes d'identité, etc., tous les papiers sont faits en mairie. Donc il va aider beaucoup de soldats français, notamment des tirailleurs, à avoir des faux papiers, ou à leur trouver une ferme, un endroit où se cacher, quoi. Donc il va beaucoup aider les gens à se cacher ou à se soustraire, tous les militaires évadés, à se soustraire aux autorités allemandes, mais dans des proportions importantes. Et ça aussi, les Allemands commencent à se douter qu'il y a un problème. Alors, c'est là que tout le paradoxe de la guerre, c'est qu'en même temps qu'il est déjà à résister en tant qu'élu face aux Allemands, il est coopté à Vichy pour devenir conseiller national de Vichy, donc un des conseillers nationaux qui sert le maréchal Pétain. Il ne veut pas y aller, enfin c'est ce qu'il dit, on peut le croire, c'est possible. Mais ses amis insistent en disant tu as plus de pouvoir si tu y vas que si tu n'y vas pas, ce qui n'est pas forcément faux. Et donc il va aller à Vichy, mais il va aller que 2 fois en fait. Donc, moi j'ai une photo de mon grand-père avec le maréchal Pétain, avec des parlementaires bretons qui viennent lui dire bonjour. Donc il y va 2 fois. C'est pas des masses, mais enfin en tout cas il était bien conseiller national de Vichy. Alors ça aura une incidence plus tard d'ailleurs, après quand il sera arrêté. Donc il est à la fois conseiller national, en tout cas sur le papier. Il résiste aux Allemands. Et puis c'est là qu'arrive la question à un moment, 42, là, les avions britanniques, américains sont de plus en plus nombreux, et puis ils sont parfois descendus. Et puis il y en a un qui est descendu au-dessus de la Néderne, et les pilotes sont récupérés, et là en fait, des personnes viennent voir mon grand-père, toujours maire. Il y a des gens, est-ce que tu ne saurais pas nous aider, on a des aviateurs alliés, etc. Et lui, il fait le lien, il va faire le lien avec d'autres personnes qui sont sur Québec-les-Bains, la famille de Poulpiquet, un très free. Et donc là, il va vraiment participer activement en faisant le lien avec eux au réseau, quoi. Donc, mais jusque-là, tout va bien, sauf que ils vont se faire pincer. Il y a de la trahison dans ce réseau, comme c'est souvent le cas, dans la résistance, des infiltrations. Et finalement, le réseau est démantelé, ça remonte jusqu'à lui. Donc, mais alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, au départ, il est arrêté dans son jardin par la Gestapo, et quelqu'un lui dit, vient le voir en disant, Monsieur Courant, vous ne devez pas rester là, je pense que vous allez être arrêté demain. Il ne veut pas partir, donc il attend les Allemands dans son jardin, il va le chercher là, il l'emmène à Compiègne, donc le camp de Compiègne à Paris. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à ce moment-là, il n'est pas arrêté pour le réseau des aviateurs, dit-il précisément, c'est qu'il est arrêté en tant que maire dont les Allemands se méfient. Et quand ils prennent connaissance du fait qu'il était dans le réseau pour les aviateurs, ils viennent l'arrêter dans le camp, dit-il aussi, à la surprise des gardes du camp. C'est pas fréquent de venir arrêter quelqu'un dans un camp, il y a déjà tous les gardes autour. Donc là quand ils s'aperçoivent qu'il y a ce réseau d'aviateurs, ils viennent le chercher à Compiègne et ils le ramènent à Quimper. Parce qu'à Quimper, il va y avoir un grand procès devant
devant un tribunal militaire allemand. Et là, il y aura évidemment la défense, l'accusation, tout ça, voilà. Et lui, il explique qu'il a fait que son devoir militaire, donc ça impressionne les officiers allemands, naturellement. Mais il est quand même condamné à mort, hein, comme l'essentiel des personnes qui sont là, enfin, pas toutes, mais l'essentiel. Il est condamné à mort, et alors, est-ce qu'il y a eu tout un ballet diplomatique avec le fait qu'il ait été conseiller national, avec des instances de Vichy? C'est compliqué de savoir. Il faudrait être dans les archives de cette époque-là, que je n'ai pas pu consulter parce que je faisais qu'un mémoire d'histoire, mais il y a peut-être eu des histoires derrière, hein, avec de Brinon. Je ne sais pas. Je ne sais pas jusqu'où c'est remonté. En tout cas, il est condamné à mort. Ils sont immédiatement emportés à Rospordin, de mémoire. Ils sont en prison. Et la famille ne sait déjà plus où ils sont. Ils ne savent plus où ils sont. Donc ils sont à Rospordin, ils sont censés être condamnés à mort. Et en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont immédiatement passés dans la catégorie NN. Ça veut dire Nacht und Nebel, nuit et brouillard. Donc ils vont en fait partir pour Paris, où ils seront pendant quelques temps à la prison du Cherche-Midi. C'est un trajet avant d'aller en Allemagne. Donc alors, pendant quelques jours, il refait le parquet avec un tesson de bouteille, ça brille. Le soldat allemand qui voit ça dit « Ah, c'est chaud, très bien », puis ils le mettent dans la cellule d'à côté, ce qui fout le cafard à mon grand-père, qui déjà essayait de remonter le moral de tous les prisonniers qui étaient avec lui, les occupants. Et ensuite, ils partent dans des wagons, mais pas des wagons à bestiaux, hein. Ils partent dans des wagons de seconde classe, classique, pour l'Allemagne, à partir de Paris. Et ils arrivent dans un camp qui s'appelle Inzert, c'est le Arbeitshilfslager Inzert, donc un camp de redressement par le travail. Alors là, attention, ils sont une quinzaine à peu près. Il y a comme déjà des personnes âgées, donc pour eux ça va être très dur. C'est un camp où il faut toujours courir, être au pas, raser, tatouer, etc. Donc c'est un camp extrêmement pénible. C'est un camp où ils fréquentent déjà la violence des camps allemands, mais c'est pas un camp d'extermination, on en est loin. Il y a un Allemand qui est dans ce camp qui dit que l'Allemagne va perdre et qui se fait exécuter séance tenante par un officier SS. Donc là, les Bretons comprennent où ils sont tombés. Alors, il y a plusieurs anciens qui vont mourir là ou des suites de ce camp-là. Au bout de quelques mois, ils sont transférés dans une prison qui s'appelle la prison de Wittlich, qui est une ville de Rhénanie. Et dans cette prison, c'est ce qui les a sauvés sans doute, c'est qu'ils sont passés 8-9 mois dans cette prison, entre guillemets au chaud, et à l'abri des sévices. Mais un élément important, ça aussi il faut le dire. Quand il était à Inzert, après quand ils sont sortis d'Inzert, ils ont rencontré Schwester Ernesta, donc sœur Ernesta, la sœur de von Papen, qui avait amené Hitler au pouvoir, mais c'est une religieuse. Donc c'est une personne qui va s'occuper d'eux. Et là aussi pour eux c'est important parce que c'est la première fois qu'ils voient des Allemands qui sont pas, c'est pas tous des SS, quoi. Ils comprennent que c'est un peu compliqué. Ils vont s'en rendre compte également à plusieurs reprises, hein, dans le camp, dans la prison. Mon grand-père croisait un vieux soldat qui avait été réquisitionné, qui disait mon fils est sur le front de l'Est, Krieg ist traurig, la guerre est triste, la guerre est triste. Donc c'était pas tous ces nazis fanatiques. Et même, une dernière anecdote, quand il était de Wittlich, quand il allait à Wittlich en train, il parlait, baragouinait quelques mots en allemand. Il avait dit à SS, Berlin ganz kaputt, Berlin est complètement kaputt, parce que le premier bombardement anglais sur Berlin. Et l'allemand lui avait répondu, es ist mir ganz egal, ich bin von Mosel, ça m'est complètement égal, je suis de la Moselle. Et là on comprend que les Allemands, c'est pas un peuple uni, ou récemment uni, de la Moselle, de Prusse ou autre, c'est pas la même chose pour eux. Donc, voilà, donc il parlait avec les Allemands. Alors, à Wittlich, dans la prison, quand il y a un des déportés qui meurt, les Allemands ouvrent les portes du cimetière, il y a des habitants de Wittlich qui viennent prier avec les déportés. Ça, c'est un choc pour les déportés, parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, là, il y a des Allemands catholiques qui viennent prier avec eux. Et ils ne les voient plus du tout de la même manière. Je pense que ça a changé beaucoup de choses. La vision que mon grand-père avait des Allemands, on en reviendra après là-dessus. Donc ça, c'est à Wittlich. Et puis ensuite, par contre, leur peine est... Alors, dernier élément aussi en arrière, ma grand-mère, c'est pas où il est. Parce que Nacht und Nebel, c'est vous disparaîtrez dans la nuit, le brouillard. C'est pas où il est. Donc elle va à Paris. Et elle est reçue par un officier très gentil qui lui dit, voilà, et puis
il se renseigne, il va à l'autre côté de la porte, il revient glacé. Je ne peux pas répondre à votre question. Parce que l'autre côté, c'est la Gestapo et la SS. Et eux, ils savent pourquoi il n'est pas là. Et lui, il ne peut pas lui dire. Alors, mon père, qui a été conçu juste avant, est né en novembre 1943. Et sur son faire-part de naissance, il y a marqué Jeanne Crouan. Et puis Jean Crouan, entre parenthèses, en voyage en Allemagne. C'est quand même incroyable, hein, comme mention, en plein conflit, d'avoir sur un faire-part en voyage en Allemagne pour un déporté. J'ai jamais vu un truc pareil, quoi. C'est complètement fou. D'ailleurs, ça mériterait d'être un film. J'avais proposé mon mémoire d'histoire à plusieurs cinéastes. Mais franchement, c'est une histoire complètement dingue. Enfin bon. Et ça, c'est pour ce qui se passe derrière. Eux, ils arrivent, donc ils sont invités chez, puis la peine est recommuée, enfin, ils doivent être rediscutés. Et là, on les envoie à Breslau, donc beaucoup plus loin, où il doit être à nouveau rejugé. Où il est à nouveau condamné à mort. Mais cette fois-ci, être condamné à la mort à la hache, à l'allemande. Nous, c'est la guillotine, eux, c'est à la hache, comme avant. Et finalement, ça, pareil, ça ne se fait pas. Là, dans la prison, il y avait un prisonnier ancien, et qui, quand mon grand-père demandait s'il était nazi, c'est-à-dire, enfin, Walker, je ne suis pas nazi, je suis professeur d'université, je suis là parce qu'on m'a réquisitionné, mais c'est horrible. Là aussi, ça fait prendre conscience que les Allemands ne sont pas tous pareils. Et là, par contre, ça devient vraiment la partie la plus dure. Parce que de Breslau, ils partent pour Kamenz, pour Grossrosen. Là, Grossrosen, c'est un camp d'extermination. Et ensuite, ils sont sur une dépendance de Grossrosen qui s'appelle Kamenz. À Kamenz, ils en sont à prendre le sel qu'on met sur les routes pour que ça fonde, pour survivre, pour manger comme ça, avec des soupes qui en sont à peine, de rutabaga. Donc là, c'est extrêmement pénible. Et de Kamenz, ensuite, ils sont envoyés à Mauthausen, donc en train. Là, c'est les trains où, quand on ouvre les portes, une partie des déportés s'effondrent, ils sont déjà morts. Mais à Mauthausen, comme il disait, l'hôtel est complet. Et finalement, là, on est sur le début, fin 44, début 45. En début 45, ils atterrissent à Dachau, qui est le premier camp des nazis en 1933, de Dachau-Royal, qui a évolué, qui est devenu plus grand, etc. Ils arrivent à Dachau et là, ils ne sont pas en forme. Ils ne sont pas en forme. Et finalement, quelques temps après, il va y avoir la libération. Alors, la libération, c'est très particulier parce que les Américains arrivent, mais ils bloquent le camp parce qu'il y a le typhus. Il y a une grosse épidémie de typhus avec les poux qui se propagent. Beaucoup de morts. Puis que quelques Français déportés, là, à ce moment-là, enfin, de cette équipe-là, les plus jeunes en général. Et à la libération, il faut qu'ils fassent très attention parce que leurs intestins sont plus capables de digérer normalement. Donc les rations américaines en tuent quelques-uns. Donc les médecins français arrivent très vite en disant arrêtez de tout, enfin, mangez, les 2 premiers jours, mangez très très peu, vraiment au compte-gouttes, quoi. Ils n'y arrivent pas, c'est difficile. Mais une fois que l'intestin, ça a retrouvé du tonus, mon grand-père disait qu'il prenait 1 kilo par jour. Le Foscao américain, donc une coque du chocolat, des trucs comme ça, ils bouffaient comme des ogres. Et ils reprenaient plusieurs kilos par semaine comme ça. Ils sont toujours internés dans le camp. Et là, ils vont s'évader. Lui, 2 autres, ils étaient 3 survivants. 2 autres déportés. C'était René Asquat, mort et comment il s'appelait de la merde. J'aurais dû réviser mon classique. Il y a 2 jeunes avec lui qui ont survécu. Ils vont se cacher dans un camion de la 2e DB française pour fuir. Ils prennent ensuite le train, ils passent le pont de Kehl, et puis à Strasbourg, ils prennent le train pour aller à Paris. À Paris, il y en a un qui reste sur place parce qu'il a le typhus. On sait parce que quand on gratte comme ça, si la peau reste rouge tout le temps, c'est que c'est le typhus. Donc il reste se faire soigner, puis les 2 autres rentrent en Bretagne. Donc là, c'est le choc d'arriver, d'être vivant, enfin, voilà, étonnant. Et avant de parler de ce retour-là, raconter l'histoire de quelqu'un qui mérite d'être raconté, parce que c'est aussi ça la guerre. Il s'appelait mon grand-père, qui c'est comme un député, quoi, conservateur, classique. Et dans le camp, il va rencontrer un gars qui s'appelle Loulou le Tatoué. Et Loulou le Tatoué, c'est un bandit, mais qui a été aussi dans les bataillons d'Afrique, donc dans la Légion étrangère, à Tataouine, en Tunisie, donc c'est très très dur. Il est tatoué de la tête aux pieds. Un Christ en croix, il a souffert, mais moi aussi. Marche ou crève, etc. Puis quelques autres tatouages dont je ne vous parlerai pas parce que c'est assez truc. Et ce loup tatoué, il y a plusieurs anecdotes. La première, c'est un jour, 2 Polonaises sont capturées qui s'étaient échappées. On met tout le monde au garde à vous sur l'Appelplatz et les Allemands lâchent les chiens pour les déchiqueter vivants.
Et le loup tatoué, il est là et il dit, j'ai vu des choses dans ma vie, ça jamais, ça valait quand même le coup de venir. Faut oser dire quand même, c'est incroyable. Ça c'est une première anecdote. Et deuxième anecdote, un jour il est pris par un Obersturmbannführer, je ne sais plus comment on appelle ça, enfin je sais plus, peu importe, un SS, un gradé, et qui a remarqué qu'il y avait des épis de blé dans sa poche. Donc là, c'est la scène de coup de schlag. Voilà, il est dans son sang par terre, et le SS lui dit Wer sind Sie mich, Van Franzosen? Tu me comprends, cochon de français. Hein. Et lui, il est au sol, comme ça, dans son sang, et il répond du tac au tac, je comprends pas les langues mortes. Ça, c'est résister. Ça, c'est résister. Et le SS aurait compris, il lui a mis une balle. Mais ouais, SS intelligent, ça se saurait. Ils étaient cultivés. Donc il n'a pas compris, et puis voilà, on en est resté là. Mais il est intéressant, le loup tatoué, parce que les SS n'ont aucune prise sur lui. Il est déperlant, c'est-à-dire que psychologiquement, ils vont lui faire mal, mais il a l'habitude d'avoir mal avec la Légion. Et psychologiquement, ils ne vont jamais l'atteindre. Jamais. Et puis il était gentil en plus dans le camp. Alors que c'était un bandit grand chemin, hein, mais dans le camp, il y avait mon grand-père député, il y avait un évêque, et à un moment, il fallait faire le nettoyage, et puis il pousse avec, pas toi, monseigneur. Et puis il fait le boulot à la place. Voilà. Et pourtant, ce bonhomme, à la fin de la guerre, imaginez la scène, ça aussi, ça mettrait un film. Mon grand-père, un député conservateur, proche de l'aristocratie française, qui, dans un petit boui-boui de Paris, retrouve Loulou le tatoué de la bande de Pierrot le Fou. J'aurais bien aimé avoir une caméra pour filmer un truc pareil, quoi. Il se tombe dans les bras, et t'as survécu, ouais, toi aussi. Voilà. Le bonhomme en question, quelques temps après, est poursuivi par la rousse, c'est-à-dire la police. Il est avec sa blonde, et puis finalement il lui colle une balle, une pour lui. Voilà. Ce bonhomme-là, les Allemands ne l'ont jamais tué, c'est lui qui a décidé où et quand. Ça c'est important, hein. C'est lui qui a décidé où et quand. Et les Allemands n'ont jamais décidé à sa place. Et ça c'est remarquable parce que ça montre la force psychologique de ce bonhomme, même si c'était un bandit, que la police avait raison de lui courir après. Mais c'est étonnant comme parcours. Et Élie de Saint-Marc, qui était aussi un jeune déporté à 17 ans, disait que les Allemands ne pouvaient pas prendre l'âme d'un déporté si la victime n'y consent pas. Et lui, il ne consentait certainement pas. Voilà. Donc, le retour des camps est extrêmement compliqué. Les premiers jours, mon grand-père est totalement KO. Il passe son temps à relire le parquet. Pourquoi j'ai survécu, pourquoi pas les autres. On ne se rend pas compte, nous, mais 2 ans de camp de concentration avec les Allemands comme ça, où tous les jours on pense que c'est la dernière heure. Enfin, on sait qu'on peut mourir n'importe quel jour, n'importe quelle heure. Et là, il se retrouve totalement KO et il a plus faim en fait, il a plus envie de vivre. C'est super dur de reprendre le cours. Puis finalement, il va reprendre, mais puis il faut reprendre. Déjà, la photo d'époque montre à quel point il est maigre. Et encore, moi, j'ai la photo après qu'il a repris du poids. Mais il a un regard, le regard des déportés qui est un regard transperçant. C'est impressionnant. Et le bilan qu'il a, le bilan médical de l'armée à son retour est absolument incroyable. C'est un bilan long comme le bras, pioré, gingivite, écoulement de pus, arythmie cardiaque. C'est incroyable, incroyable. Rien que de le lire, ça fait peur. Et mais après, il se retape, il survit. Alors, par contre, il a failli perdre une jambe parce qu'il avait une plaie, et un de tes déportés lui a dit tu dois uriner dessus parce qu'avec l'acide urique ça va éviter l'infection. Donc il a gagné du temps, et quand il y avait les fils pour savoir si c'était le four ou la vie, il a pu l'échapper de justesse. Et quand il est rentré en France, les médecins n'étaient pas d'accord, il y en a un qui voulait couper et l'autre qui ne voulait pas couper, et puis finalement il a écouté celui qui ne voulait pas couper et il a eu raison. Voilà. Après il y a quand même quelques séquelles plus tard dans la guerre, c'est surtout des séquelles psychologiques. Après il a eu de l'asthme plus tard, mais ça s'est déclaré très tard en voyageant au Brésil. Je ne sais pas si c'est lié à la déportation, je ne suis pas du tout sûr. Mais enfin, en tout cas, ça a laissé des traces. Alors ça a laissé des traces aussi après, parce qu'il avait des moments de grand abattement, comme tous les déportés, c'est-à-dire des moments de grande de dépression, on peut dire ça comme ça, qui sont très difficiles à passer. Mais, et puis comme tous les déportés, au début, il ne va pas en parler. Donc il garde ça pour lui. Et puis, comme tous les déportés, la génération des petits-enfants a le droit à plus d'explications que les enfants. Moi, je fais partie des petits-enfants qui vont entendre beaucoup parler des camps. Ils se rendent compte que maintenant, il faut témoigner avant de partir, comme tous les déportés. Et
début des années 80, je sais qu'il témoignait dans beaucoup d'écoles sur la déportation, sur ce qu'il avait vécu. Il faisait le tour de tous les établissements scolaires pour raconter ce qu'il avait vécu et partager son expérience. Ça a dû être quelque chose pour ceux qui ont entendu ça. Voilà, donc c'est un destin hors du commun. Il a survécu, c'est un miracle. Ils sont 3 à avoir survécu sur 15. Donc moi, à Kergoat, en Québec-les-Vins, j'ai la tombe avec... René Asquat, il avait survécu, mais son frère n'a pas survécu, sa mère n'a pas survécu, son père n'a pas survécu. Une tombe plus loin, il y a César de Poulpiquet, il n'a pas survécu. Donc tous ceux-là ont été déportés et sont revenus entre 4 planches. Donc c'est ça aussi le prix de la déportation. Parce que les aviateurs, les fils et petits-fils d'aviateurs américains sont venus encore récemment visiter, se souvenir où sont passés leurs parents, où ils s'étaient réfugiés dans le château de Trèffery, c'était beau. Puis je les ai emmenés au cimetière à Kergoat, et là ils ont vu, ah oui, nous ils sont rentrés vivants, mais chez vous ils ne sont pas tous rentrés vivants. Bah oui, le prix de la guerre c'est tous ces morts, quoi. Sur 15, il n'y en a que 3 qui sont rentrés vivants. 2 jeunes, plus un entre 2 âges, mon grand-père. Ouais, la liberté a un prix. Il a reçu plusieurs médailles, la Croix de guerre, la Medal of Freedom, la Légion d'honneur. La Medal of Freedom, c'est ce que donnaient les Américains par rapport aux personnes qui avaient notamment aidé les aviateurs alliés. En fait, c'est pour ça. Et on a le document à la maison, signé par le général Eisenhower, pour le remercier pour ses galants services pour aider les aviateurs alliés. Voilà. Donc il a reçu à ce titre-là. Justement, je n'ai pas plus d'indices que ce que j'ai dit, parce que c'est son témoignage à lui, j'en ai pas d'autres. Donc il dit qu'il aidait quelques personnes, mais il ne donne pas beaucoup de détails. Ouais. Les aviateurs, il fait le lien, il sait que l'avion canadien, britannique, là, et américain, il y a plusieurs... Enfin, c'est craché à la Néderne, mais moi, j'ai pas plus d'informations que ça. Après, il fait le lien avec des personnes dont il sait qu'elles sont de confiance et qu'elles sont dans un réseau. Mais d'ailleurs, il n'en fait pas partie pour moi de ce réseau. Il fait juste le lien en tant que maire. En fait, tout ce qu'il peut faire contre les Allemands, il le fait. Il peut faire le lien pour les aviateurs, il le fait. Il peut aider un soldat évadé, il le fait. Faire des fausses cartes pour un autre, il le fait. Faire des réquisitions complètement ratées pour les Allemands, il ne va pas se gêner. Donc en fait, lui, c'est chaque opportunité pour résister aux Allemands, manifestement, est bonne. Il essaie d'en rater aucune. Il ne va pas forcément les chercher à chaque fois, mais en tout cas, dès que ça se présente, il le fait. Voilà. Et ça lui vaudra cette condamnation à mort. Parce qu'il ne fallait pas... Les Allemands n'aiment pas les gens qui résistent. C'était pas l'objectif pour eux. Mais voilà. Je ne peux pas développer plus là-dessus, parce que j'ai pas plus d'éléments en fait. Non. Voilà. Plus d'éléments sur la déportation finalement que sur la résistance. Psychologiquement, pour moi, c'était Lou le tatoué, ça l'a marqué, c'est pour ça qu'il en parle. L'Allemand qui dit que Hitler perdra la guerre et qui se prend une balle tout de suite, ça c'est un acte de résistance finalement, mais qui coûte tout de suite. J'ai pas souvenir qu'il y ait d'autres éléments. Non. Non, ils sont solidaires entre eux, hein, parce que à Dachau, t'as un peu tout, t'as beaucoup de Français, beaucoup de Polonais, t'as beaucoup de prêtres. C'est le camp des prêtres, Dachau, parce que Hitler avait dit... Jésus était juif, faut quand même le rappeler. Donc à la fin de la guerre, c'était Priesterviewed, les prêtres comme les juifs. Là, il n'y a plus. On était passé du nazisme qui s'appuyait un peu, qui essayait de s'appuyer sur les églises catholiques et protestantes, à un nazisme qui disait de toute façon Jésus était juif, donc le christianisme poubelle, quoi. Donc les camps étaient pleins de prêtres, y compris de prêtres allemands. Il faut savoir qu'il y a des prêtres allemands partout, qui étaient également déportés. Donc il a croisé beaucoup de prêtres à Dachau qui résistaient au nazisme. Mais c'est plein de petits détails, mais j'ai pas d'autres exemples que ce que j'ai dit sur le tatoué là. Ouais, globalement, ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeune député qui refuse de rester à l'Assemblée pour pantoufler et qui dit ma place c'est de montrer l'exemple, donc c'est d'être sur le front. Ça, c'est quand même important de le rappeler. Ils ne sont pas nombreux à être dans cet état d'esprit, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important à rappeler. Il le montre dans son attitude sur le front et pendant l'évasion et pendant plusieurs semaines.
Il le montre à nouveau dans cet esprit de résistance aux Allemands dès qu'il est à nouveau maire en poste, après son retour démobilisé, où il essaie de résister par tous les moyens, petits certes, mais quand même, il le fait sur place. Et puis ensuite les aviateurs alliés, et puis ensuite dans le camp, où il essaie d'être solidaire avec tous ceux qui sont avec lui. Donc finalement, il n'est pas surhumain, il est comme les autres. Finalement, c'est quelqu'un comme les autres. Mais par contre, sa mentalité, sa moralité, rien n'est à vendre. Il fait son devoir, ça c'est très important. Il fait son devoir jusqu'au bout et il l'assume. Tu vois ce qu'il dit quand le président du tribunal qui le condamne à mort, qui est un militaire, lui dit pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Il dit je suis officier français, mon devoir est de me battre contre l'occupant, et donc j'ai fait mon devoir en tant qu'officier français. Et il dit j'ai senti que le président, en tant que militaire, avait apprécié ma réponse. Même s'il me condamne à mort, mais qu'un bon militaire, même allemand, il comprend ma réponse. Il respecte. Donc tu vois, il y a vraiment ce sens, c'est une éducation qu'il a eue. Donc c'était dans ce genre de famille à l'époque. Donc tu as le sens du devoir, tu fais ton devoir, tu vas jusqu'au bout, tu ne te défiles pas. Tu vas sur le front, tu assumes, tu es dans la guerre, tu assumes. Tu dois t'échapper au lieu de rester planqué, t'assumes, tu résistes, t'assumes, t'es déporté, t'assumes. Voilà, donc t'assumes à chaque fois, tu vas jusqu'au bout. C'est ton destin, il se fait comme ça. À chaque fois, il aurait pu ne pas faire ça. Beaucoup de personnes reculent, restent planquées. Et lui, il assume et il va jusqu'au bout. Donc du coup, il le paye très cher. Voilà, y compris physiquement et psychologiquement. Mais il assume d'aller au bout de ce qu'il estime être son devoir. Et voilà, c'est pour ça, après avoir un grand-père déporté, qu'est-ce que tu veux faire autre que prof d'histoire et raconter des histoires? Pas possible, ça. Et c'est donc, moi, j'ai terminé par faire ça en mémoire de maîtrise d'histoire. Alors, je voulais faire les montagnes sacrées en Bretagne. Je voulais faire les montagnes sacrées en Bretagne. Et j'ai fait l'erreur de dire que j'avais un sujet, si c'était pas bon, j'avais un sujet rechange qui était mon grand-père. Erreur fatale. Et donc, c'était pas bon? Ils m'ont dit, non, tu fais ton grand-père. Résultat, j'ai fait mon grand-père en mémoire d'histoire et les montagnes sacrées en DEA. Ce qui est absurde parce que j'aurais fait DEA, c'est pas master, ça, master 2, tu vois. Et qui était à l'époque propédeutique à la thèse, préparation à la thèse. Alors que moi j'aurais dû faire l'inverse, j'aurais dû faire un mémoire marrant sur les montagnes sacrées, juste un mémoire tranquille, petit. Et ensuite, j'aurais fait un DEA et ensuite carrément un doctorat sur mon grand-père. Et là, je serais allé voir toutes les archives des partis de l'époque, les archives de Vichy, tout ça. Je serais allé voir tout ça, ce que je n'ai pas fait. Et j'aurais pu faire un doctorat entier sur lui. Ça aurait été intéressant. Je peux encore revenir là-dessus, c'est vrai, tout à fait pour mon doctorat. Je peux le faire. Et puis vu que j'attendrai ma retraite, si je suis encore vivant, les archives seront peut-être même plus sur autorisation, mais peut-être des archives déjà totalement ouvertes. En tout cas pour certaines d'entre elles, on verra bien. Mais en plus, mais moi pourquoi est-ce que j'ai du mal à faire ça? Parce que quand tu as un personnage comme ça, qui est la statue du commandeur dans ta famille, c'est vraiment le personnage. La tombe familiale, il y a les petits bouts partout, puis il y a une grande pierre tombale. Jean Crouan, avec toutes les médailles, les machins, tu te prends ça, c'est énorme. Et je l'ai eu, moi quand je faisais le concours de la résistance, on avait eu un prix, je m'approche, c'était le maire de Quimper, Marc Peckham à l'époque, en 88, et ma professeure dit « c'est le petit-fils de Jean Crouan ». On en était là, quoi. Et le maire de Quimper qui me tourne dans les bras et qui me dit « oh, j'ai bien connu ton grand-père ». Tu vois, c'est une personnalité importante. Et moi, j'ai eu du mal, quoi. Il m'a fallu 2 ans d'abord en tant qu'historien, où c'est comme ça que je suis devenu photographe de surf, en fait. C'est-à-dire que je fuyais à la plage. Parce que je ne pouvais pas être dans les archives. Moi, il fallait que j'apprenne à dire Jean Crouan ou Crouan à la 3e personne. C'est mon grand-père. Au début, je vois la photo avec Pétain. Après, en creusant, je comprends qu'au moment où il est avec Pétain, il est déjà en train d'aider les aviateurs alliés. Mais c'est pas facile de parler de quelqu'un de sa famille comme ça. Ce qui fait que, en fait, le meilleur chapitre de mon mémoire, c'est mon avant-propos. C'est moi et mon sujet. C'est sans doute ce que j'ai écrit de plus haut. Moi et la distance par rapport à mon sujet. Comment est-ce que j'ai du recul par rapport à mon grand-père? Je l'adore. Et en même temps, je le vénère, et en même temps, il faut que, quand je ne suis pas d'accord, ou quand j'ai un doute, je dis, j'ai un doute, là je suis historien. Donc là je suis historien. Je veux dire, même si je dis Crouan à la 13e personne, et là je suis d'accord, là je ne suis pas d'accord, là j'ai un doute, il dit ceci, mais moi j'ai un doute sur ce qu'il dit. Et ben, apprendre ce recul-là, ça prend des années, quand c'est familial.
C'est pour ça que j'ai fait les photos de surf. C'est pour ça que j'ai pas le doctorat, mais j'ai fait les belles photos de surf. Finalement, plus le temps passe, moi je regrette. C'était bien de faire des photos de surf. Le doctorat aurait été bien aussi, mais les photos de surf, c'était...